Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. On est ravis de vous accueillir pour cette deuxième grande soirée consacrée aux élections départementales en collaboration avec France Bleu et Ouest France. Dans 53 minutes précisément, vous retrouverez Nathalie Rossignol et Laetitia Charbonnel pour le débat consacré à l'Ille-et-Vilaine. Mais d'abord, coup de projecteur sur les enjeux dans les Côtes-d'Armor. On va tout de suite vous donner quelques chiffres et une présentation express de ce département. On se retrouve après avec nos débatteurs. A tout de suite. Avec près de 600 000 habitants au dernier recensement, les Côtes-d'Armor restent le département breton le moins peuplé. C'est également celui où la part des plus de 65 ans est la plus importante. Les surfaces agricoles couvrent 60% du territoire. C'est la première zone agricole de la région. Avec 7300 exploitations essentiellement tournées vers l'élevage hors sol et vers la production de lait et de viande. Traversée par deux voies express gratuites, la RN12 et la RN164, pourvues de 5 gares TGV qui mettent le département à 2h15 de Paris, les Côtes-d'Armor appuient leur économie sur deux piliers, l'agroalimentaire et les télécommunications. Dans ces domaines, des pôles d'excellence, notamment le zoopôle de Ploufragan, spécialisé dans la santé animale et la sécurité alimentaire, ou bien encore le prochain institut de recherche BICOM à Lannion, dans le secteur du numérique. Partagé entre l'Argoat et l'Armor, le département a gagné une renommée touristique grâce à ses 387 km de littoral et à des sites remarquables, parmi lesquels la côte de Granit Rose, l'île de Bréa, les caps d'Erquy et de Fréhel, ou bien encore la vallée des Saints, pour ne citer que. Et voilà donc les Côtes-d'Armor en quelques chiffres et justement pour évoquer l'enjeu de ces départements, dans le département avec nous ce soir 6 candidats, je vous les présente tout de suite. Romain Boutron, bonsoir, candidat Bonsoir, LR en binôme avec Béatrice Boulanger, vous êtes l'actuel président du conseil départemental des Côtes-d'Armor et vous vous présentez sur le canton de Loudéac avec au nom de la liste les Côtes-d'Armor au cœur. On va tout de suite regarder les autres binômes qui sont justement engagés pour ces élections départementales dans votre canton. En face de vous, Christian Couaille, candidat du Parti Socialiste sur le canton de Callac, en binôme avec Béatrice Lecouster. Vous étiez jusqu'ici le chef de file de l'opposition départementale. Vous représentez une coalition de gauche et écologistes qui a signé un accord d'union au niveau départemental. Et avec le tableau qui s'affiche, on va tout de suite voir les autres candidats sur le canton de Callac. En face de vous, Raphaël Leméoté en binôme avec Sylvie Grondin. Bonsoir, vous êtes candidat LREM sur le canton de Saint-Brieuc 2 avec la liste Ensemble Saint-Brieuc pour les Côtes-d'Armor. Et on regarde également le nom de vos concurrents binômes sur le canton de Saint-Brieuc 2. Il y en aura 4. Il y aura également Gérard Demelon avec nous ce soir, candidat du Rassemblement National. Bonsoir. Avec Anaïs Toté. Vous vous présentez dans le canton de Bron, où deux autres binômes se présentent également. Un binôme représentant le centre et un autre représentant la gauche. En face de vous, Pierre-Adrien Fétas, en binôme avec Lily Badin, candidate de l'UDB sur le canton de Paimpol, pour la liste Agir pour le canton de Paimpol. Et voici justement les autres binômes qui seront face à vous pour l'élection de dimanche prochain. Et enfin, Philippe Carrère, associé à Marielle Lemaître sur le canton de Plestin-les-Grèves. Vous êtes le candidat de la France Insoumise. Candidat de Plestin-les-Grèves où se présenteront également 3 autres binômes. On voit leur nom apparaître à l'écran. Merci à tous les 6 d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que pour ce débat, nous appliquerons la règle de l'équité pour les temps de parole en conformité avec les recommandations du CSA. Et je vous propose d'ouvrir ce débat avec tout de suite la petite carte postale que nous a préparée notre dessinateur Loïc Schwartz. On va la regarder ensemble. Évidemment, un petit clin d'œil au Tour de France qui va passer dans le département d'ici quelques jours. La deuxième étape, Perros-Guirec, Mur de Bretagne, aura même lieu le 27 juin prochain, le jour du vote pour le second tour de ces élections départementales. On voit deux groupes là qui se détachent, un groupe de gauche, on va dire, et un groupe de droite. J'ai envie de commencer avec vous, Raphaël Lemété. Vous, votre objectif, c'est de casser ces deux blocs, non ? Écoutez, oui, c'est ça, pour supprimer un peu l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une alternance entre 6 ans la gauche après plusieurs années, ensuite la droite après plusieurs autres années. Et puis voilà, on voit bien que tout se concentre et ces deux gros blocs essayent d'éliminer les autres, et notamment nous qui sommes au milieu, qui sommes au centre réellement, et qui apportons des... Mais en étant présent sur quoi ? Sur 3 cantons dans les Côtes-d'Armor, est-ce que vous pouvez faire basculer des majorités ? Disons que nous ne pouvons pas faire basculer une majorité, mais nous pouvons organiser une majorité de projets, une majorité de progrès au centre. Il y a à la fois
fois à gauche et à la fois à droite des conseillers sortants qui ont voté pour Emmanuel Macron, et puis surtout qui ont voté aussi pour la liste Europe, pour les listes En Marche aux européennes. Et donc je pense que nous ne serons pas seuls, même si nous ne sommes pas très nombreux. Nous retrouverons nos amis au sein de la nouvelle Assemblée, et on verra bien. Mais ne faisons pas le troisième tour avant le premier. Alors, Romain Boutron, justement, candidature au nom de la droite et du centre. Exactement. Un peu comme dans le Finistère, un peu comme dans le Morbihan, vous affichez une union, une alliance avec des centristes. Il y a quoi, une neutralité bienveillante de la part des macronistes, on va dire ? Vous savez, notre projet, il est avant tout costarmoricain, avec une équipe sortante qui a un beau bilan à assumer. Moi, je suis très fier de porter ce bilan qui a été construit par Alain Cadec, que j'ai ensuite poursuivi autour de notre majorité actuelle. Et peu importe, j'ai envie de vous dire, ce qu'on nous propose autour de nous. Nous, on a un projet, on va le dérouler et on veut gagner les élections pour pouvoir se mettre au service des costarmoricains. Alors, je prise quand même. Alliance avec les centristes. On voit ce qui se passe au niveau régional, où les centristes sont partis avec la liste LREM, avec Thierry Burlot, qui est le candidat à la majorité présidentielle. Vous vous présentez avec des centristes. Franchement, l'électeur de base, entre guillemets, il ne s'y retrouve pas vraiment, non ? Eh bien, j'ai un conseil pour les électeurs. Ouais. Je ne crois pas qu'il y ait des électeurs de base, mais pour les électeurs en général, mon conseil, c'est de regarder notre programme et de regarder ce qu'on a fait avant. Et comme ça, ils ne seront pas perdus, ils sauront que c'est nous qui proposons les meilleures choses. Christian Coy, accord historique pour la gauche dans le département. La gauche plurielle est de retour ? Eh bien, écoutez, on a tout fait pour. En tout cas, on a tiré les leçons de 2015 où la gauche était partie divisée aux élections départementales. Et donc, nous avons travaillé d'arrache-pied depuis quelques mois pour construire une union à gauche avec 7 formations politiques. Et cette union, elle est le fruit d'un travail concerté qui a pour but de proposer aux costarmoricains et aux costarmoricaines un projet écrit par les costarmoricains pour les costarmoricains et un programme axé sur la transition écologique et les solidarités. Alors, large union à gauche, sauf avec l'UDB. l'Union démocratique bretonne. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'UDB a Parce que vous êtes allié avec les écologistes qui sont aussi alliés avec Christian Coy. Le canton de Paimpol a une situation un peu spéciale. Mais l'UDB a participé à la plateforme programmatique du 22 depuis le début. Oui. Quand il est fallu décider quels étaient les titulaires sur quel canton, l'UDB demandait 3 postes de titulaires sur 54. Ça a été refusé en permanence. Un seul poste était attribué. On estimait que ce n'était pas assez par rapport à notre poids militant, à notre ancrage local et nos idées. On voit bien que c'est les partis qui désignent. Là, c'est une élection qui est faite pour des candidats qui appartiennent à des partis. Ils sont pas là pour répondre aux préoccupations des habitants. C'est vraiment le sujet, quoi. Moi, je suis la démonstration est faite que toutes ces organisations essaient de mettre en place La réponse de Christian Coy. C'est vrai que l'union aurait pu se faire à 8, puisque, en effet, je confirme que l'UDB a bien travaillé sur le projet et sur le programme, et nous étions d'ailleurs d'accord sur le projet et le programme. Et puis après, quand il y a des élections, il y a toujours des questions de personnes, et on n'a pas réussi à se mettre d'accord, et l'UDB a préféré se retirer, je confirme. Juste que l'équipe qui n'est pas construite à partir des partis, c'est la nôtre. Non, c'est la nôtre aussi. Mais bon. Oui. Nous, on n'a pas LREM. Alors, Gérard Demélon, empêcheur de tourner en rond pour ces élections départementales. Juste une précision, vous présentez aussi pour les élections régionales. Oui, en effet, je suis. Et à la fois pour les élections départementales. Oui, pourquoi pas. Oui, mais Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Ouais. Non, il y a d'autres familles politiques qui le font. Il le fait également. Voilà. Est-ce que ça n'ajoute pas de la confusion à la confusion ? Non, je ne pense pas. Simplement, j'habite Bron et donc je suis connu sur place et donc je me présente dans ce canton. Alors, vous êtes en capacité d'être élu conseiller régional, si on regarde les sondages. Il semblerait. Voilà. Enfin, alors que vous choisirez quoi comme mandat ? Conseiller nous verrons départemental, à ce conseiller moment-là, régional, en conseiller fonction. municipal ? Oui, j'ai le tomberez mandat sous le coup également de la- de conseiller municipal à Dinan, comme vous savez, et donc il faudra que je choisisse, en effet. Vous avez fait votre choix ? Pas encore. Devant les électeurs, vous ne voulez pas nous le dire ce soir ? Non. Non. Bon. Ça n'a d'ailleurs aucun intérêt. Philippe Carrère, la France Insoumise, pas de participation à cette large union de la gauche ? Non, mais ça n'a pas été possible. En même temps, au niveau de la France Insoumise, lorsqu'on parle d'union, il faut qu'on parle de clarté. Il faut que les choses soient claires. Il y a des désaccords importants avec le Parti socialiste sur un certain nombre de questions. Je rappellerai quand même que M. Macron est issu de cette famille, et on voit aujourd'hui la politique libérale qui est menée par ce gouvernement. Donc vous comprendrez bien que la France Insoumise ne veut pas de confusion, mais en même temps on veut l'union. Et par exemple sur le canton de Plestin, nous avons réussi à créer l'union à la base avec Génération Écologie. D'une manière générale, sur le département, au soir du premier tour, il y aura des consignes de vote.
par rapport à ceux qui arriveront en tête? Nous prendrons nos décisions au moment venu, dimanche soir. Pour terminer sur ce chapitre politique, je voulais vous montrer quelques chiffres. Le bilan financier de la majorité sortante. Regardez, hausse des impôts 0%, endettement moins 10%, mais 120 suppressions de postes. Est-ce que c'est un bon bilan pour vous, Christian Cohen? Bien, écoutez, Sans rentrer dans les détails, parce qu'on a le débat. Hein, Comment? Sans rentrer dans les détails, mais est-ce que pour vous, globalement, c'est un bon bilan? Les chiffres. C'est un bilan contrasté, comme tout bilan. Il y a des choses avec lesquelles nous sommes d'accord et que nous avons voté, d'ailleurs, je n'ai pas peur de le dire. Et puis, il y a des points sur lesquels nous sommes en total désaccord, notamment sur les questions de services publics et de suppression de postes. On va l'évoquer. Raphaël Lemaitre, c'est un bon bilan? Non, moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce bilan. Ce qui compte, c'est ce qui a été fait. Parce que ce qui compte, c'est ce qui a été fait. Et ce qui a été fait n'est pas... c'est bien, mais il reste tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Les habitants attendent tellement. Évidemment, quand on a pour programme de dire, bah voilà, regardez notre bilan. Bah oui, sauf que quand on rencontre les habitants sur le terrain, ils sont vraiment ils sont en attente d'autre chose, de plus. Donc peut-être qu'il y a un bilan, mais c'est pas suffisant. Sur plein de domaines, et je pense qu'on va avoir l'occasion de le développer tout de suite. Romain Boutron, vous défendez évidemment ce bilan. Alors je partage ce qui vient d'être dit. Le bilan, c'est pas le programme, c'est évident. Cependant, oui, je défends ce bilan. 0% de hausse d'impôts, c'est historique, c'était inhabituel. En tout cas, quand les socialistes étaient au pouvoir, ils augmentaient les impôts à chaque mandat. On a géré la dette. Les impôts, vous en avez profité. Pour ne pas vous auriez pu les baisser, les taux. On a connu des situations un peu plus difficiles que les vôtres. Et 120 suppressions de postes, ça, c'est un chiffre que je conteste, parce qu'on a créé des postes là où il en fallait, et on a supprimé des postes là où on avait moins besoin. Oui, ce qui importe, c'est l'évolution du chiffre net d'emploi, et vous ne pouvez pas contester que vous avez supprimé des emplois, même en tenant compte des créations d'emplois. Donc vous créez des emplois, même s'ils n'ont pas d'activité derrière. Moi, ce que je fais, c'est que je rends un service aux costarmoricains, et je mets en face les emplois qui sont nécessaires. Rapidement, Gérard Demelon, Philippe Carret et Pierre-Adrien Fétas, bon bilan? C'est un bilan évidemment contrasté, mais il y a des chiffres, moi, qui me plaisent, forcément, n'est-ce pas? Les hausses d'impôts? La baisse de l'endettement, par exemple, et puis pas de hausse d'impôts. C'est quelque chose de très satisfaisant par ma façon de voir. Écoutez, le bilan, chacun peut le voir par le prisme qu'il souhaite, mais déjà, les suppressions d'emplois, ça pose problème. Il y a beaucoup de chômeurs dans les Côtes-d'Armor, et en même temps, compte tenu de la crise sanitaire actuelle, des nouveaux besoins vont apparaître, donc il va falloir créer de l'emploi pour répondre aux attentes des populations costarmoricaines. Pierre-Adrien Fétas, pour terminer ce premier tour de table. Personnellement, je ne m'arrêterai pas à un bilan financier, parce que je peux vous dire que sur mon canton, le bilan de la majorité sortante, il est plutôt négatif. Donc le ressenti des costarmoricains de mon canton, ils ne sont pas super contents, même si les impôts n'ont pas augmenté. Allez, on va rentrer à présent dans le détail de vos propositions pour les 6 années à venir. On va commencer avec la question de l'aménagement du territoire. Une des principales compétences attribuées au département concerne l'entretien des routes départementales. Compétence ô combien importante car elle a un impact sur la qualité et la sécurité de nos trajets au quotidien. C'est ce que nous expliquent tout de suite Fabrice Leroy et Bruno Van Wassenaar. Quand les équipes attaquent le marquage au sol, c'est signe que le chantier est bien avancé. Nous sommes en bordure de route nationale 12 sur le futur échangeur de Kergouët, un ouvrage réalisé par le département des Côtes-d'Armor afin de permettre une bonne connexion avec la nouvelle déviation de Cosne. Un gros projet qui lui doit démarrer en fin d'année, des chantiers qui sortent de l'ordinaire. Là, c'est 4,5 km de tracés neufs qui vont être réalisés. Dans un mandat, effectivement, il est difficile de pouvoir voir à la fois le démarrage d'un projet et sa réalisation, puisqu'un projet routier de ce type-là, entre le démarrage des études et la mise en service, il peut se passer au moins 7 ans, voire 10, 12, 15 ans, suivant les complexités du projet environnemental, acceptation locale et ainsi de suite. Près de 5 km qui vont s'ajouter aux 4600 déjà gérés par le service des infrastructures du département des Côtes-d'Armor. Sur les 669 millions d'euros de dépenses de la collectivité en 2021, 95 millions ont été investis, dont 31 en faveur du canal de Nantes à Brest, des ports et surtout des routes. La modernisation et l'entretien de ces dernières, c'est en effet une facture de plus de 26 millions d'euros. Pour assurer ces missions, le service emploie 320 personnes, dont 230 chargées de l'entretien des routes, des dépendances vertes et des bordures. L'un de ces chantiers est justement en cours du côté de Bron, sur la D712 qui dessert une zone artisanale. La chaussée a souffert des passages répétés des poids lourds, d'où un travail de consolidation avant de remettre une couche d'enrobé. Pour cela, une société privée apporte son concours, mais dans certains cas, les agents du centre technique départemental peuvent intervenir de manière autonome, notamment pour des enduits dits superficiels. C'est une technique qui permet de préserver les chaussées avant que l'eau dégrade
trop à l'intérieur, et auquel cas il faut revenir comme ici, avec des techniques beaucoup plus lourdes, beaucoup plus coûteuses. Un enduit, on est entre 2 et 3 euros du mètre carré. Là, dès qu'on fait de la prise de structure, on oscille entre 15 et 20 euros du mètre carré. Donc d'où l'enjeu d'avoir cette stratégie d'entretien préventif ou précuratif, comme on dit, pour ne pas arriver à des états trop dégradés qui vont surenchérir le coût d'entretien des chaussées. Un coût qu'il convient de maîtriser lorsque l'on sait qu'un quart du réseau routier départemental des Côtes-d'Armor a été rénové ces 5 dernières années. Voilà, retour sur le plateau pour ce débat sur les départementales dans les Côtes-d'Armor. Il y a 3 ans, un audit a été fait sur l'état général des routes départementales. Il a donné plutôt des chiffres plutôt bons. 64% des routes étaient en bon état. Christian Coyle, depuis 3 ans, est-ce que vous considérez que la situation s'est améliorée ou dégradée ? Donc, 4 points que je veux évoquer en ce qui concerne les routes. M. Boutron annonce 20% des routes refaites. M. Cadec annonce 25% des routes refaites. Ce sera peut-être 30% dans quelques jours. Nous, ce qui nous intéresse en matière de route, c'est 4 axes. La sécurité, le confort, les agents des routes et mais la là, transition globalement, écologique. La situation s'est dégradée ou améliorée ? La situation, en ce qui concerne l'entretien des routes, j'y viens, c'est la partie sécurité. On peut étaler du gravillon sur les routes pour dire qu'on a fait beaucoup de kilométrage, mais ce qui compte, c'est la structure de la chaussée. Et ce qui a été trop souvent fait, c'est étaler du gravillon sans se préoccuper de la structure de la chaussée. Et les maires des communes sont très mécontents de l'entretien des routes. Et en matière d'entretien des routes, ce qu'on peut dire, c'est que l'entretien des routes, c'est la déroute. La réponse de Romain Boutron. Alors, vous faites quoi, de la cosmétique là pour l'entretien des routes ? Non, les ficelles sont grosses. Moi, j'ai pris des leçons avec M. Coyle pendant 6 ans. À chaque fois, on prend une leçon. Donc, je vois que M. Coyle est un spécialiste de l'entretien des routes. Je le découvre en tout cas. On a entendu des techniciens du département s'exprimer sur les différentes techniques. À 2 euros du mètre carré, à 15 euros du mètre carré, 2 euros par exemple quand une route est neuve au bout de 10 ans. Vous le savez, j'étais maire de Plémé jusqu'à ce que je devienne président du département, et la route qui passe devant chez moi à Plémé a été refaite en gravillonnage parce qu'elle a 10 ans et on va la prolonger des années et des années grâce à cette technique. Oui, il y a quelques inconvénients pendant quelques semaines et ça se résout très vite. Je crois qu'on a refait un quart. J'en suis certain d'ailleurs, des routes départementales sur ce mandat. Et oui, on va continuer à en faire un quart dans le prochain mandat. Nous maintenons les investissements routiers. Pierre-Adrien Feytal, sur le canton de Paimpol, il y a une association qui s'appelle le Goudron de la colère, qui prend cette question-là très au sérieux sur cette technique, soit l'enrobé, soit l'enduit avec gravillon. C'est même pas prendre une question au sérieux. Cette technique, moi je peux vous dire, même si c'est un peu dur de l'admettre, pourquoi pas faire travailler les agents du département en régie pour des coûts inférieurs, c'est de l'argent public bien dépensé. Mais cette technique peut générer des inconvénients. En particulier, nous, on a une route à Paimpol qui a été refaite, ça fait 2 ans. De fortes nuisances sonores. Qui génère des nuisances sonores insupportables pour des riverains. Et donc, ils se sont montés en collectif. Ils ont demandé à rencontrer le vice-président aux infrastructures, qui n'est autre que l'ancien maire de Paimpol, M. Boutron. Ils se sont fait balader, ces riverains. C'est une association qui s'est montée, il y a 200 personnes. C'est énorme. Alors, des nuisances qui durent quelques semaines, quelques gravillons, peut-être dans certains cas, mais certainement pas dans notre cas. Et il s'agit juste de reconnaître qu'on fait une erreur. Peut-être cette technique est valable dans la majorité des cas, mais dans ce cas typique de la RD 786 à Paimpol, ça ne va surtout pas. Et Raphaël Lemaitre, vous moi, écoutez, sur les routes, je rebondis sur le bruit. Moi, quand on fait des routes départementales, il faut aussi les traiter non seulement en zone rurale, mais il faut aussi les traiter en zone urbaine. Nous avons la voie express qui est quasiment une autoroute urbaine, qui est départementale, qui part de Brésillet, qui va jusqu'à Chaptal, il y a un bruit considérable. Je veux dire que les habitants s'en plaignent depuis des années, quelles que soient les majorités. Rien n'a été fait pour réduire le bruit de cette voie qui gêne considérablement les habitants. Et puis alors, il y a un autre point. La RN12, vous parlez du bruit tout à l'heure. La RN12 sur le pont du Légué, c'est l'État. Bien sûr que c'est l'État. C'est la compétence de l'État. Ok, c'est la compétence de l'État. Mais est-ce que le département ne pourrait pas aider, participer pour au moins aider à changer ? Écoutez, très franchement, ces habitants-là ne sont pas des habitants qui sont... ils sont au bord d'une route, d'une situation. Je pense qu'il faut que toutes les parties, l'État, l'agglomération et le département, contribuent au moins à mettre un revêtement anti-bruit avec un niveau sonore plus faible. On va avancer sur ce dossier des routes. Je voudrais vous montrer une image. C'était en février dernier. L'hémicycle des Côtes-d'Armor a été envahi par des agents des routes grévistes. On était dans un épisode neigeux assez compliqué. En cause des suppressions de postes. 22 suppressions de postes dans le service des routes. Gérard Demelon, vous vous félicitiez tout à l'heure de la politique de désendettement du département. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin ou il faut à nouveau revoir les investissements et garantir en termes de personnel un service public suffisant ? Comme toute chose, il faut être mesuré.
Je pense que l'emploi, quand même, le maintien de l'emploi était quand même très important à notre époque, à un moment où le chômage est quand même très, très, très haut, à un moment où le Covid a créé des situations très difficiles, des situations familiales très compliquées, et donc il est quand même bien compréhensible que ces employés, ces ouvriers se soient manifestés, et qu'il faut avoir la main quand même un peu plus, me semble-t-il, un peu plus moins lourde en tout cas. Pour les suppressions de postes. Voilà. Philippe Carrère, sur les suppressions de postes, est-ce qu'on peut faire mieux avec moins, notamment par exemple non, sur c'est pas possible. Je crois qu'on manque globalement, mais c'est pas que l'affaire des Côtes d'Armor, c'est dans ce pays, on manque d'emplois publics dans de nombreux domaines, et on l'a vu avec la crise sanitaire. On a vu que ça a été à la limite de la rupture, et la rupture risque d'arriver. Donc moi, je considère que l'emploi public, c'est un investissement, et c'est toujours, pour nous, au service des populations et des demandes des populations. Christian Cohen, oui, est-ce que vous reviendrez sur ces suppressions de postes? Alors, sur l'emploi, ce qu'il faut dire, c'est que les agents des routes ont payé un lourd tribut donc à ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu 10% de suppression d'emplois qui ont été faites au cours des 2 dernières années. Et à croire qu'ils étaient inutiles. Et donc, évidemment que la situation ne peut pas nous convenir. Et nous, ce qu'on a observé, c'est ce qui s'est passé cet hiver. En période de neige et de verglas, où les astreintes avaient du mal à être assurées. Et ma question, est-ce que vous revenez sur ces suppressions? Nous reprendrons ce sujet, si nous sommes élus, évidemment, parce qu'aujourd'hui, il y a des astreintes qui ne sont pas assurées, et donc le service n'est pas rendu aux usagers. Le service public est amoindri, Romain Boutron. Monsieur Coué précise qu'il ne réembauchera pas 25 personnes, tout simplement parce qu'on n'a pas supprimé 25 emplois, comme on veut bien essayer de le faire croire. C'est faux. Nous avons supprimé 25 postes, c'est-à-dire des lignes administratives qui n'étaient pas pourvues. Personne ne travaillait sur ces 25 emplois. Sur le mandat, vous avez supprimé 10% des emplois. Oui, nous avons supprimé des postes parce que nous avons investi. Écoutez, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, on était debout derrière le camion avec une pelle pour saler les routes. Aujourd'hui, on est sur un camion qui a des capteurs à l'avant, à l'arrière, et qui dose automatiquement le produit nécessaire sur la route. On n'est pas du tout dans la même technologie. Dans les avions d'Air France, il y avait 3 pilotes il y a 30 ans et ils sont que 2 aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Vous savez, ce que je crois, c'est qu'il faut investir pour permettre à nos agents de travailler en toute sécurité et pour rendre le bon service. Citer l'événement exceptionnel du début de l'année, c'est un peu malhonnête puisque nous avons passé cet événement. Mais c'est là où la sécurité est... mais le réseau prioritaire a été tenu. Le réseau prioritaire a tenu tout le temps. Vous n'avez tenu qu'une partie. Non, vous n'avez tenu qu'une partie, ce qu'on appelle le S1. Le S1. Et vous avez laissé... On va pas trop rentrer dans les détails techniques parce qu'on va perdre... Vous avez laissé les communes se débrouiller, même celles qui n'étaient pas dotées de matériel. Il n'y a pas que la neige, il y a aussi le verglas. C'est le quotidien aussi. Vous avez laissé les communes se débrouiller toutes seules. Si, ça intéresse beaucoup les territoires ruraux comme le mien. Effectivement, il y a des maires qui ont très bien réagi en venant aider le département et je les en remercie dans cette situation exceptionnelle. Je ne vais pas acheter de chasse-neige demain pour les Côtes d'Armor partout, sous prétexte qu'il neige une fois tous les 10 ans. N'oublions pas déjà que si des employés du département se permettent et ont bien raison de venir manifester dans l'hémicycle, ils n'y vont pas par leur propre plaisir. Ils sont dans des conditions de travail qui ne leur vont pas. La première chose que le département a fait, pour revenir sur mon canton de Paimpol, c'est supprimer l'antenne technique départementale pour la relocaliser. Donc, on n'est plus au service de la population en proximité. Pour moderniser les équipements. Bien sûr, mais on perd de la réactivité, typiquement dans les épisodes météorologiques qu'on a eu à l'automne. La tempête, prouvez-le. Prenez la route entre Paimpol et Plouriveau, monsieur. Vous verrez qu'elle est toujours en déviation, elle est barrée. Pour terminer ce chapitre, je voudrais qu'on évoque 2 grands chantiers routiers à venir pour le département. Il y en a 2 qui représentent des investissements importants. Alors, il y a le contournement de Saint-Brieuc par le sud et la rocade Est de Lamballe. La rocade Est de Lamballe, pour l'instant, elle est dans les cartons. Est-ce qu'elle sortira des cartons lors de la prochaine mandature? Christian Cohen? Nous, ce que nous proposons, et ce que nous avons demandé d'ailleurs à la majorité départementale, c'est de mettre en place un plan pluriannuel d'investissement routier et intégrant un schéma départemental vélo-route. Ceci pourquoi? Pour plus de transparence avec les élus locaux, de manière à ce qu'ils sachent... Mais ce projet de rocade Est de Lamballe restera dans les cartons? Je vais répondre, mais comme ça permettra aux usagers donc, de pouvoir mesurer les incidents, ça permettra aux riverains d'être associés donc, aux nouvelles infrastructures routières. Pour ce qui concerne les investissements, tout ce qui est à l'étude aujourd'hui rentrera dans ce prisme donc, du plan pluriannuel d'investissement routier et il n'y aura pas de décision prise sans tenir compte des usagers, des riverains,
Et évidemment, je me tourne devant le candidat sur le canton de Saint-Brieuc. Ce contournement sud, est-ce que c'est un projet, on va dire, dépassé aujourd'hui? Alors, juste un petit point, on n'a pas parlé du tout des pistes cyclables. On a beaucoup parlé des routes, savoir des granulats, savoir la taille, etc. Le réseau de pistes cyclables, il doit être développé et puis en continuité sur le plan départemental. Alors, pour revenir à votre question, sur la rocade sud, 60 millions d'euros de rocade sud. C'est pour alléger un peu le trafic sur la RN12, notamment, pour délester un peu le trafic sur la RN12 qui passe sur Saint-Brieuc. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de dépenser 60 millions d'euros? C'est un projet qui date des années 90. Il est légèrement dépassé. Je pense qu'il faut le revoir. Bien sûr, on ne peut pas laisser les voitures s'arrêter à pleine ville, là où elles sont. Il faut s'arranger pour le faire, les faire aller au-delà et puis les rejoindre la RN12. Mais je suis persuadé qu'il faut le faire de manière un peu plus raisonnable, un peu plus raisonnée, et puis garder de l'argent pour faire autre chose. Avec 60 millions d'euros, on peut faire plein de choses. Si on en mettait déjà à la moitié moins, avec 30 millions d'euros, on construit déjà 30 maisons de services, de maisons médicales sur la réponse de Romain Boutron, est-ce que l'État s'est désengagé de ce projet? Pas vraiment. Pas vraiment? Non, pas vraiment. On a des bonnes discussions avec l'État. Et là, je dois rendre hommage à mon prédécesseur, Alain Cadec, qui a réussi à engager une discussion sur le transfert de la RN12 et du contournement sud de Saint-Brieuc lorsqu'il sera réalisé. En fait, il y a une vraie opportunité briochine, et Alain Cadec connaît bien le système briochin, de voir cette RN12 qui ne serait plus un axe saturé, mais un axe urbain pour permettre les échanges au sein de l'agglo briochine et en même temps contourner Saint-Brieuc par le sud pour permettre une bonne circulation sur un axe départemental important. Et il y a débat au sein de la gauche, dans l'agglo briochine, on est plutôt pour. Sud, il n'y a pas de débat. L'agglo a voté le projet il y a quelques semaines, et nous, au niveau du conseil départemental également, donc il y a un consensus pour poursuivre, et je réponds à M. le Méoté, les engagements pris doivent être respectés. Allez, nous allons entamer la deuxième grande partie de ce débat. Le département acteur de notre quotidien, on vient de le voir, et surtout acteur des solidarités. Le budget des Côtes-d'Armor, c'est près de 670 millions d'euros, dont 60% consacrés aux solidarités. Accompagner les personnes âgées ou handicapées dépendantes est au cœur de la mission du département. Et au cœur du dispositif, il y a bien sûr les auxiliaires de vie, indispensables pour pallier la perte d'autonomie et pour garantir le maintien à domicile. Nous avons suivi l'hiver dernier le quotidien de l'une d'entre elles, du côté de Saint-Nicolas-du-Pélem. Voici son témoignage. Coucou, comment ça va? Tu as bien dormi, Émilie? Comme on peut. Voilà. Sylvie connaît bien la maison. Elle est chez Émilie, 102 ans, bientôt 103. Elle vient presque tous les jours. Émilie, regarde, tu me dis stop pour le café. C'est son métier, elle est auxiliaire de vie. Allez, t'es prête à faire la pirouette du matin? Hop, on y va. Moi, j'aime aider les autres et de me sentir utile, c'est qu'on se sent bien intérieurement. Donc, j'ai toujours travaillé à domicile, mais les personnes âgées, ça fait 5 ans. Et je trouve que c'est un public attachant et on se sent vraiment indispensable. C'est un travail qui est très diversifié, donc on peut passer des courses à l'accompagnement. Comment? Je ne serai peut-être pas habillée à 10h. Non, tu seras habillée que vers 10h, Émilie. Alors attends, que j'oublie rien. Elle parcourt entre 4 et 500 km par semaine pour aider les personnes âgées qui vivent dans le centre-Bretagne. Il vaut mieux avoir une bonne voiture quand même, parce qu'on l'utilise tout le temps. Voilà, et puis les usagers sont quand même loin les uns des autres. Il peut y avoir 15 km entre les usagers. Je t'ai appelé, tu bricolais. Elle aide les personnes âgées à vivre bien chez elles le plus longtemps possible. Pendant le premier confinement, c'était parfois la seule visite de la journée. Bon, à lundi alors, Pierre. Elle craint que cette crise laisse des traces. J'ai peur qu'on s'habitue à la distance entre les personnes, j'ai peur qu'on s'habitue à ne plus se voir, j'ai peur qu'on s'habitue à ne plus avoir de relations, parce que le lien social, c'est important. L'être humain a quand même cette capacité à rebondir. Et puis je crois qu'on est fait pour vivre ensemble. Alors je pense que malgré les distances et tout, il y a un moment, ça reviendra un peu comme avant. Voilà. Mais j'espère qu'on dépassera tout ça. Sylvie continuera de se passionner pour son métier. Elle aimera aussi toujours le centre-Bretagne où elle s'est installée. Loin de la ville et de la foule, mais plus près des gens.
Et les besoins seront de plus en plus importants dans les années à venir. Un chiffre, en 2050, 40% de la population costarmoricaine sera âgée de plus de 65 ans. C'est le département breton qui connaît aujourd'hui le plus fort taux de vieillissement. Gérard Demélon, la majorité sortante a engagé un plan senior sur 6 ans de 30 millions d'euros. Est-ce que vous irez aussi loin, plus haut, plus fort ? J'irai aussi loin que possible, bien entendu, d'autant plus que je suis votre aîné à tous et que donc c'est une problématique qui va me concerner assez rapidement finalement. Qu'est-ce que vous proposez concrètement alors non, nous préférons bien entendu rester à domicile. C'est la priorité pour vous ? C'est la priorité, absolument. C'est en effet la meilleure solution pour le bien des personnes âgées, de leur entourage surtout, et des salariés également de ce secteur. Et nos anciens peuvent ainsi continuer à vivre dans leur environnement familier. Et cela, mais bien 30 sûr, millions d'euros rassure. sur 6 ans, pour vous, est-ce que ça vous paraît suffisant Pardon ? 30 millions d'euros sur 6 ans, est-ce que ça vous paraît suffisant ? On peut toujours plus, il faut toujours plus. Et vous financez comment ? Ah, ça c'est autre chose. Justement, il y a une proposition d'une ancienne conseillère départementale socialiste, Marie-Anne Tillon, qui propose d'inverser la part de financement. Aujourd'hui, c'est le département qui finance à 70%, l'État à 30%. Est-ce qu'il faut inverser cette part de financement des aides à domicile ? Christian Coyle ? Eh bien, écoutez, ce qu'il faut surtout, c'est permettre aux aides à domicile d'avoir un meilleur statut. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que le Ségur de la santé s'applique au secteur public, mais pas aux salariés des aides à domicile. Et 183 € de moins On rappelle, le département n'est pas l'employeur des aides à domicile. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, justement, pour ces métiers qui ont besoin de revaloriser ? Plus attractif le métier, déjà, c'est quelque chose qui me semble important. Il y a beaucoup aujourd'hui de structures d'aide à domicile qui n'arrivent même pas à recruter pour les congés d'été. Qu'est-ce que peut faire un département, alors, concrètement ? Le département doit accompagner donc les structures d'aide à domicile. Il le fait déjà. Donc il y a un Ségur de la santé qui est annoncé pour 30 millions d'euros sur 6 ans, mais il vient d'être annoncé il y a quelques semaines. Il aurait pu être mis en place en début de mandat. Il aurait trouvé son efficacité. Aujourd'hui, on annonce 30 millions d'euros sur 6 ans. Donc il reste à financer et à mettre en place sur la prochaine mandature. Donc nous, ce que l'on propose, c'est de revoir justement tous les EHPAD et les SAD pour revoir les situations financières de chacune d'entre elles et essayer d'améliorer la condition de chacun des bénéficiaires, évidemment. Romain Boutron, ce plan senior, ce grand plan senior de 30 millions d'euros, est-ce qu'il est finançable ? Est-ce qu'il est financé pour les 6 années à venir ? Tout ce que nous faisons est finançable et financé. Le département des Côtes-d'Armor a attendu une réaction du gouvernement pour nos plus âgés et finalement on a décidé d'y aller parce que c'est une urgence absolue. Nous avons sauvé les services d'aide à domicile grâce à la réforme courageuse que nous avons menée et nous proposons de mieux rémunérer les gens qui y travaillent. C'est très clair. C'est une de nos propositions afin de rendre plus attractif ce métier. Avec des primes, par exemple ? Non, une mieux rémunérée. Je parle de salaire de base. Je ne parle pas de primes qui seraient données sans cadre. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut mieux rémunérer pour permettre de recruter. Il faut aussi faire mieux connaître ces métiers, accompagner la formation. Et il faut aussi que le reste à charge pour les familles soit moindre. Le département doit faire un effort financier en termes de fonctionnement, M. Demélon, il n'y aura pas d'emprunt, pour aider à la fois les personnes qui restent chez eux et pour que les familles le vivent mieux. Raphaël Leméoté. Écoutez, plan senior aussi, un plan Marshall aujourd'hui au niveau du département, c'est possible ? Oui, je pense que de toute façon, le papy-boom est devant nous. Il est clair, il ne va pas épargner les Côtes-d'Armor et vos chiffres le démontrent. Donc il faut y aller sans mesure. Ce qui compte, c'est la qualité de vie des habitants. Les familles, il n'y a pas de famille, personne ne connaît ici de famille qui n'a pas eu des problèmes quand il s'est retrouvé avec une personne âgée, impossible de la garder à domicile, des difficultés pour trouver une place en EHPAD. Donc il y a 2 axes majeurs à faire. Un, c'est maintien à domicile au maximum, et là c'est vraiment quelque chose de très fort, soit directement, soit via des opérateurs qu'il faut respecter, surtout lorsqu'ils sont associatifs, et à qui il faut donner une visibilité. Mais concrètement, c'est-à-dire, comment on peut faire le département ? C'est quoi je sais pas, des prêts de voiture je pense qu'il faut faire confiance aussi aux opérateurs. Il faut aider les opérateurs, il faut les manager, il faut avoir un cahier des charges assez strict, et puis un financement derrière qui va bien. Deuxième élément, il faut aussi appuyer du côté de l'État pour créer des places en EHPAD, davantage de places en EHPAD, parce qu'il arrive un moment où le maintien à domicile n'est plus possible. Donc ça, c'est un deuxième acte. Et enfin,
Il faut créer un centre de répit pour les aidants. Parce qu'il y a des aidants qui s'occupent des membres des familles, qui s'occupent de leurs personnes âgées et qui parfois peuvent avoir besoin de respirer. Ça, c'est le rôle du département de venir en soutien. Pierre-Adrien Fétas et après Philippe Carrère. Vous parliez de plan Marshall. Moi, je dis pourquoi pas un plan Marshall sur l'aide à domicile. Le département est donneur d'ordre, finance des collectivités, des associations et des opérateurs privés. Je pense que le département, en tant que financeur, pourrait avoir un droit de regard sur les conditions d'emploi de ces aides à domicile. Parce que ce n'est pas uniforme. Et on sait que sur le terrain, c'est très disparate d'une zone à l'autre. Et ainsi que les conditions d'emploi, les trajets, les matériels utilisés. C'est un métier où il y a beaucoup de problèmes de psychomotricité. Et pour revenir sur le maintien à domicile, c'est bien, mais il faut aussi respecter les personnes. Il y a peut-être une étape qui manque entre le maintien à domicile et l'EHPAD. On pourrait chercher des solutions innovantes. Notre département est vieillissant. Des habitats partagés, ce genre de choses. On pourrait être novateur à ce niveau-là. On le fait avec notre plan d'habitat inclusif, on le fait déjà, et on ne laisse pas tout faire. On a des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. On contrôle les gens qui rendent le service d'aide à domicile que nous finançons. Philippe Carrère. Oui, donc, de toute façon, il est clair que c'est un enjeu pour les années à venir. Et être politique, c'est de prévoir ce qui va arriver. Donc là aussi, la question essentielle, ce n'est pas le coût de l'opération. C'est effectivement un investissement dans le domaine social. Et il y a un triptyque. Maintien à domicile, en sachant qu'il y a des complications sur le maintien à domicile. Place en EHPAD et habitat partagé. Et je dirais que surtout, il y a une grande question, il faut surtout que ça reste dans le domaine public. Qu'il n'y ait pas d'investissement privé, comme ça le cas dans quelques régions. Donc, rester dans le domaine public et surtout rendre attractif ce métier. Elles sont souvent des femmes, mal payées, précarisées, ont des difficultés au niveau de leur véhicule, ce qui est terrible. Je crois que là, on a besoin de répondre à une amélioration du statut du personnel, de la rémunération et des conditions de travail à travers Mais sans quoi, tout doit rester dans le giron du public pour ces aides à domicile, comme le dit écoutez, on voit que avec la réforme qu'il y a eu, le regroupement des structures, une partie de l'activité est partie vers le privé. Aujourd'hui, ce que l'on constate... Ce qu'on appelle le privé, c'est des associations aujourd'hui, attention. Oui, mais d'accord, des associations à but lucratif. Et donc, ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 structures privées qui s'apprêtent à fusionner. Elles sont distantes de 60 km l'une de l'autre. L'une est à Plouaret, l'autre est à Sainte-Tréfine, près de Rostrona. Et on se demande pourquoi. On n'y voit pas l'intérêt. Si nous n'avions pas fait la réforme, la dame qu'on a vue dans le reportage n'aurait plus d'emploi aujourd'hui. Mais nous avons sauvé le service en reprenant les déficits. Nous avons sauvé le service. Oui, mais évidemment. C'est vos amis qui le dirigeaient à l'époque. D'autres possibilités pouvaient voir le jour. Et nous, ce qu'on propose, en plus des mesures là, qui ont été évoquées, c'est de développer l'accueil de jour. Et nous avons une proposition innovante également, c'est de mettre en place un village Alzheimer pour permettre... Où le ferez-vous dans le département ? Où le ferez-vous le village ? Je m'étonne, un village dans le département, mais où le ferez-vous ? Quand on habite Plémé, on va devoir aller mettre il n'y en a pas aujourd'hui, donc voilà. C'est proche. Nous, on propose des solutions locales pour Alzheimer. Rapidement pour conclure sur ce dossier-là. Je suis dans un canton urbain avec des populations, personnes âgées, etc., qui sont dans des grands ensembles et qui sont confrontés à des difficultés d'isolement, d'absence de personnes. Je ne comprends pas, enfin moi, dans notre projet en tout cas, nous proposons que le département, qui est maintenant le patron majoritaire en tout cas des 2 bailleurs sociaux qui ont fusionné, que le département impose à son bailleur social fusionné l'augmentation du nombre de gardiens dans les grands ensembles pour davantage de présence humaine, pour davantage de tranquillité, pour de la prévention et pour rassurer les personnes âgées. Quand vous allez rencontrer les personnes âgées dans les immeubles, vous vous rendez compte qu'il y a une absence complète de présence humaine actuellement dans les logements sociaux, enfin très peu, et il y a des financements pour ça, il y a des exonérations fiscales qui sont données pour ça. Justement, ce qui nous amène à un autre enjeu pour les Côtes-d'Armor, l'offre de soins, la couverture médicale. Les Côtes-d'Armor ne performent pas là-dessus, on peut le dire. 60 communes dans le département manquent de médecins. Il y a 200 médecins recrutés d'ici 5 ans pour le département. Comment on fait ? Avec qui et comment ? La situation est difficile dans les Côtes-d'Armor, elle est difficile aussi dans d'autres départements. Le département des Côtes-d'Armor dépense déjà 30 millions d'euros par an pour la santé, on l'oublie. La protection maternelle infantile, les infirmiers dans les MDD, ça aussi c'est de la santé. Ce que nous proposons au travers de notre plan santé, c'est la première année de médecine, c'est déjà le cas à Sabrieuc, je m'en réjouis, c'est attirer plus de stagiaires et permettre des conditions d'accueil
conditions qui permettent la facilité d'accueil des stagiaires et aussi des internes. On ne s'interdit pas le salariat de médecin quand la médecine libérale... Des maisons départementales alors, financées par le département, salariées par le département, des médecins. Je me méfie des maisons médicales. On peut construire tout ce que vous voulez. Pourquoi vous méfiez des maisons médicales du mot, en tout cas du terme. On peut construire une maison médicale, s'il n'y a pas de médecin à l'intérieur, ça ne sert à rien. Il faut d'abord... Non, mais s'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de médecin non plus. Donc c'est le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'en gros, les territoires sont en concurrence les uns avec les autres. Il y a les territoires... C'est ce que nous ne voulons pas. Les territoires ruraux, il y a les territoires ruraux, puis il y a les territoires urbains. Il y a des déserts médicaux en ville. Moi, je suis à la Croix-Saint-Lambert, où je vais à Balzac, Europe. Il y a des problèmes considérables d'accès aux soins. Donc les gens demandent la création d'une maison médicale pour qu'on puisse au moins mettre un médecin qui puisse s'installer, qu'on puisse le sécuriser, qu'il n'ait pas trop d'investissement à faire et puis que ce soit le bailleur qui soit le porteur de ces opérations. Gérard Domélon, que le département salarie des médecins, ça vous choque ? Non, ça ne me choque pas, bien entendu, mais s'il y a si peu de médecins finalement, c'est que le numerus clausus est ce qu'il est. Et que donc il faut quand même que de ce point de vue-là, c'est un problème national, bien entendu. Mais enfin, nous en souffrons, bien entendu. Mais je pense aussi que sur le plan de l'aménagement du territoire, il faut un certain nombre de mesures qui soient attrayantes et qui puissent permettre quand même à des familles de s'installer. Et donc il y a des équipements qui sont à mettre en œuvre. 12 appels à projets lancés par la majorité sortante, c'est suffisant? On peut aller plus? On peut faire plus? Je voudrais rappeler qu'il s'agit là d'une compétence d'État et que l'État doit faire davantage que ce qui est fait. Et donc... le département, c'est quelque chose qui ne sont pas forcément de sa compétence. Devant la carence de l'État, les EPCI ont pris les problèmes en main et les départements. L'État finance par la DETR et la DSI. Donc le numerus clausus a été supprimé, mais il est remplacé par des objectifs nationaux qui ressemblent à s'y méprendre au numerus clausus. Donc nous, ce que l'on propose, c'est un certain nombre de mesures, un plan départemental des maisons de Une mesure santé, forte, parce que là, on doit avancer. Oui, ce que demandent les médecins également, c'est qu'on simplifie les mesures administratives. Et l'idée d'un manager administratif n'est pas une idée à écarter. Ce qu'a dit M. Boutron tout à l'heure, de favoriser l'accueil des stagiaires par les médecins est une bonne idée, mais il faut la compléter par une offre de logement. Philippe Carrère, Pierre-Adrien Tétas, rapidement sur cette pénurie de médecins dans les Côtes-d'Armor. Nous, on est pour qu'il y ait une offre pour tout le monde à moins de 10 km. Et en même temps, dans notre démarche, nous visons une démarche citoyenne, c'est-à-dire associer la population, les élus locaux et les professionnels de santé d'un secteur pour construire ces maisons médicales. Pierre-Adrien Tétas. Le métier de médecin a clairement changé. Ils sont en demande de maisons médicales. Donc nous, c'est des témoignages qu'on a eu du terrain. Après, il ne faut pas oublier que les Côtes-d'Armor, c'est le seul département de Bretagne où on perd des médecins. Oui. Les autres gagnent des médecins. La situation s'explique très simplement. Il y a une fac de médecine à Brest, une à Rennes. Nous, on est au milieu. Les internes, Saint-Brieuc, c'est l'internat de Rennes. Donc c'est déjà trop loin. Quand on est en fac de médecine, on a commencé à première année de médecine à Saint-Brieuc. C'est le début, c'est une mesure. Mais le département doit s'engager avec les facs de médecine de Brest et Rennes pour garantir la venue d'internes en Côtes-d'Armor. Et n'oublions pas la télémédecine également. Il faut rendre le territoire attractif. Les Côtes-d'Armor, c'est un territoire extraordinaire en termes d'attractivité, de qualité de vie, etc. Donc il faut le rendre attractif. Et c'est pas seulement un point, etc. Il faut un projet global d'attractivité et qu'on puisse mettre des maisons médicales là où il faut. Vous savez, quand vous interrogez les gens, vous leur demandez quels sont les services d'intérêt général dont ils ont besoin. Le 1, c'est la santé. Le 2, c'est la mobilité. Le 3, c'est l'Internet. Enfin, c'est-à-dire l'accès à la fibre. Allez. Donc, si vous voulez, quand on donne tout ça, eh bien, voilà. Et le département, qui a une vocation sociale forte, puisque c'est sa compétence principale, ne peut pas ignorer ces éléments-là. Il faut on a un dernier thème à aborder, un dernier sujet à vous soumettre. Voici la question de notre partenaire Ouest France sur ce débat. Elle vous est posée par Joël Bigorgne, le directeur des rédactions des Côtes-d'Armor. On l'écoute. On constate aujourd'hui que le conseil départemental est en quelque sorte coincé entre les intercommunalités et la région qui ont de plus en plus de compétences et qu'au fil des mois, les départements sont des coquilles vides, sont de simples guichets pour distribuer les subventions. Dans quelques mois, le gouvernement va voter la fameuse loi 4D qu'on attend avec impatience et qui va redéfinir le millefeuille administratif. Je voulais savoir ce que vous attendiez de cette loi. Est-ce que, d'après vous, le département doit rester tel quel,
avec les mêmes prérogatives, ou alors est-ce qu'on doit fusionner les services de la région et du département au sein d'une assemblée territoriale pour mieux gérer, pour gérer plus efficacement peut-être, le quotidien des costarmoricains. Alors, le projet de loi 4D, je résume, décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexification. Romain Boutron, est-ce que ces élections départementales doivent être les dernières avant l'Assemblée unique ? Je crois que la vraie question, c'est à quoi sert le département ? Quand on s'occupe des collégiens, quand on s'occupe des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, quand on s'occupe des routes notamment, quand on s'occupe des futures mamans et des plus jeunes, on n'est pas une coquille vide, on a une vraie utilité. Vous faites campagne actuellement, vous discutez avec les gens. Est-ce que franchement, ils voient la différence entre ce que fait un conseil régional et ce que fait un conseil départemental ? Ils le voient parce qu'on l'explique. Et puis, il y a quelques journalistes qui font des efforts de pédagogie. Mais attendez. Comme nous, par exemple. Comme vous, et vous l'avez très bien fait au début de l'émission. Ce que je veux vous dire, c'est que les conseillers départementaux sont des élus de terrain, comme les conseillers municipaux, d'ailleurs. Mais tous les élus sont des élus de terrain. On nous sort ça à chaque fois. Mais les gens ne comprennent pas qui fait quoi aujourd'hui. Oui, tous les élus sont des élus de terrain, peut-être. Mais nous, on est élus sur notre nom, dans notre canton, sur un territoire bien identifié. On n'est pas sur une liste. Alors, s'il devait y avoir une collectivité unique, ce que je ne refuse pas, a priori, il faudrait que le conseiller territorial, appelons-le comme ça, pour reprendre une idée qui était plutôt bonne, soit élu sur son nom et sur un territoire identifié, qu'on soit responsable. C'est trop facile de se planquer sur des listes, pardon de le dire comme ça, et de ne pas assumer derrière la politique qu'on mène. Moi, je trouve qu'il y a 5 niveaux d'administration en France. 5 le millefeuille, c'est 5. L'État, la région, le département, l'intercommunauté, la commune. Aux Pays-Bas, ils sont 3 niveaux. L'État, le département, la commune, enfin la région. En fait, il y a un sujet à poser. Je pense qu'il faut vraiment le poser. Peut-être qu'il faut faire l'Assemblée unique. L'Alsace l'a fait. Pourquoi pas ? C'est pas nécessairement un problème. Simplement, il faut qu'on garde des services de proximité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de services déconcentrés qui sont, déconcentrés, non décentralisés. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais on devait supprimer le département, il faut que ce soit les intercommunalités qui prennent la main sur l'insertion, sur les collèges, sur tout ce qui touche. Je suis pas certain que les interco veuillent gérer le social, qui est une mission importante. C'est la première du département. Et les Pays-Bas, c'est pas la France. Non, mais c'est bien sûr. Mais en termes d'efficacité et de proximité, c'est la connaissance du terrain, ça le fait. Mais je n'ai pas dit que j'étais nécessairement pour. Pierre-Adrien Freitas, quelque chose me dit que l'UDB pour l'Assemblée unique est un sujet que l'UDB défend depuis 1964, donc on est très content de voir que c'est une priorité du discours actuel. La loi 4D, sur le fond, pourquoi pas ? Sur la forme, il faut vraiment voir. On a vu trop de lois de décentralisation qui ont été vidées de leur contenu. Donc très clairement, une Assemblée unique appuyée sur des agglos redessinés par rapport au bassin de vie, pas les agglos qu'on a eu actuellement, qui ne correspondent pas à grand-chose. Sur Guingamp, par rapport à l'agglomération, c'est très dur de trouver des points communs, hormis qu'on est costarmoricain et de gauche, entre M. Coy à Calac et nous-mêmes à Paimpol. Philippe Carrère, rapidement. Oui, sur cette question, je crois qu'il faut encore revenir. Nous sommes opposés à cette réforme, parce que ça vise, une fois de plus, à éloigner le pouvoir du peuple, et on le voit bien déjà. On pourrait discuter de comment fonctionnent les agglos. C'est de l'opacité complète et nos citoyens ne sont pas au courant de ce qui s'y passe. Et donc ça éloigne de la politique. L'Assemblée unique le Rassemblement national semble avoir évolué là-dessus. Oui, bien entendu. Nous avions jusqu'à présent... Ça vous arrangerait parce que vous êtes candidat aux deux le même jour, donc ce serait plus simple. Vous avez parfaitement raison, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas incompatible. Et on saura s'en débrouiller de toute façon. Donc pour alors effectivement, le millefeuille, qui est issu d'ailleurs de la loi NOTRe, feu la loi NOTRe. On ne va pas refaire l'histoire. Vous êtes pour Alors je suis pour, effectivement, une assemblée unique, à condition, bien entendu, que le scrutin soit à la proportionnelle, tout en gardant, bien entendu, des entités administratives de proximité dans chaque département, avec un préfet qui resterait dans chaque département. Christian Cohen, pour conclure. Je réponds sur la loi 4D et l'Assemblée unique. Sur la loi 4D, on aurait dû l'appeler la loi 5D, parce que le 5e D qu'on aurait pu annoncer, c'est déception. Dans cette loi ne contient rien de nouveau, si ce n'est quelques expérimentations, comme le retour du RSA. L'Assemblée unique, c'est une idée qui vous séduit ? Sur l'Assemblée unique, à mon avis, sur ce sujet-là, il faudrait savoir déjà quel est le périmètre. 4 départements ou 5 départements plus la région. Quelles sont les compétences ? Les mêmes compétences ? Ou est-ce que ça s'accompagne d'un mouvement de déconcentration des services de l'État et de décentralisation ? Quelle est la place de l'usager ? Quelle est la proximité ? Et donc, ceci veut dire qu'il faut un large débat national et régional, et donc un référendum
derrière. Et c'est lorsque ceci sera fait qu'on pourra effectivement se prononcer. On préfère un homme des deux côtés. Ok, on va se quitter avec une petite séquence. Je suis désolé, hein, le temps nous presse, histoire de rappeler que le conseil départemental est aussi un élu de proximité et l'ambassadeur de son territoire. On vous a demandé d'amener chacun un objet qui symbolise pour vous le mieux le département. Allez, chacun prend ses petites affaires, ses petits sacs. On va commencer par qui a son objet là déjà là. Voilà, c'est bon. Alors, Christian Coy, allez-y. Alors, j'ai décidé de vous apporter un objet consacré aux 3 frères Morvan. Les frères Morvan sont pour moi des ambassadeurs de la culture bretonne à travers la danse populaire qu'ils ont contribué à valoriser. Le can à discan qu'ils ont promu et hérité de leurs aïeux. Les frères Morvan sont pour moi le symbole de la simplicité, de l'authenticité paysanne. On a compris votre choix. À Breu de Morvan, so tud Meuvro, à Breu de Morvan, so tud. On va passer aux autres. À tud Torse de Réal. On a compris votre choix. On va laisser les autres parler. Merci beaucoup, Christian Coy. Romain Boutron, l'affiche du Tour de France. L'affiche du Tour de France, l'affiche qui a été réalisée par 2 sœurs originaires de Plénave-Valandré pour l'est du département et le Tour de France qui traverse le centre du département, qui termine en Bretagne centrale et qui vient de la côte. C'est une belle image des Côtes d'Armor. Gérard Domélon, une coquille Saint-Jacques, la baie de Saint-Brieuc évidemment. Vous voyez le symbole, bien entendu. Ce sont les éoliennes de la baie de Saint-Brieuc. Des tonnes d'acier et de béton qui vont être déversées dans cette mer. Et, là, vous êtes dans la campagne des régionales, là. Pardon ? Vous êtes dans la campagne des régionales. Non, oui, peut-être, mais enfin bon. Cet objet signifie aussi beaucoup de choses pour les pèlerins en particulier. C'est une coquille Saint-Jacques et donc les chemins de Saint-Jacques couvre en réalité toute l'Europe et c'est un symbole. Raphaël Leméoté, un t-shirt. Un t-shirt, la fête du Maquereau. Donc c'est une association qui est à Cesson, sur mon canton. Et puis, vous avez la tour de Cesson derrière avec le crack. Pourquoi c'est ceci ? Eh bien, parce que pour montrer que la vie associative est extrêmement forte dans les Côtes d'Armor et que sans la vie associative, on n'aurait pas d'animation, on n'aurait pas de soutien, etc. Et puis, le patrimoine derrière. Donc, c'est quelque chose de très symbolique des Côtes d'Armor. La pêche aussi. Il nous reste 1 minute. Philippe Carrère, un téléphone orange, un vieux modèle. Hein. Un téléphone orange. Donc, pas aujourd'hui, ça ne correspond pas à l'opérateur. C'était la couleur du téléphone à l'époque. Du temps de l'administration des PTT, qui avait permis de rattraper le retard téléphonique en France. Puis est venu le temps de la privatisation voulue par des gouvernements successifs de droite et de gauche. Et aujourd'hui, la réalité qu'on vit sur le terrain, c'est la précarité en matière téléphonique et numérique. Bravo à la privatisation. Pierre-Adrien Fétas. Alors moi, je vous ai ramené de la baie de Paimpol, et ainsi que des coquilles Saint-Jacques pour une raison bien différente que M. Domélon. C'est surtout l'exemple même qu'on peut profiter d'une richesse locale avec une très bonne gestion concertée entre les acteurs industriels, le terrain, et tout ça, on protège la nature. La coquille Saint-Jacques l'a prouvé, l'huître de la baie de Paimpol sur la gestion de l'eau, on a réussi à faire un très beau produit. Donc... Merci à tous les 6 d'avoir répondu à notre invitation. Restez avec nous. La soirée consacrée aux élections départementales se poursuit. Vous avez maintenant rendez-vous avec Nathalie Rossignol et Laetitia Cherbonnel pour un coup de projecteur sur l'Ille-et-Vilaine. Et justement, avant de les retrouver avec leurs invités, voici une petite carte postale du département. Merci pour votre fidélité.